Nous allons ici nous intéresser à la définition des fonctions trigonométriques dites circulaires, c'est-à-dire les fonctions cosinus, sinus et tangente. Commençons par une définition géométrique que vous connaissez au moins pour cosinus et sinus depuis le collège. Nous allons considérer un triangle rectangle ABC, rectangle en B, et nous allons appeler alpha l'angle BAC. On appelle alors cosinus de l'angle alpha le rapport entre la longueur AB et la longueur AC. On a coutume de dire que cosinus alpha est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ici, le côté adjacent à l'angle alpha, c'est le côté AB. On pose sinus alpha égale, cette fois-ci, le côté opposé à l'angle alpha, c'est-à-dire la longueur BC, divisé par l'hypoténuse AC. Et enfin, tangente alpha est égale au rapport entre sinus alpha et cosinus alpha, ce qui en termes de longueur est égal au côté opposé BC divisé par le côté adjacent AB. En particulier, on voit que si la longueur de l'hypoténuse, donc AC, est égale à 1, eh bien, avec le théorème de Pythagore, nous savons que AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré, c'est-à-dire à 1, et ceci nous donne directement que cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Cette relation est l'une des relations trigonométriques les plus importantes, c'est la relation la première que nous démontrons ici. Il va évidemment falloir la retenir ainsi qu'un certain nombre d'autres. Cependant, cette définition pose un certain nombre de problèmes. Déjà, elle n'est bien définie que pour un angle alpha qui se trouve entre 0 et pi sur 2 strictement. Si alpha est nul, on peut encore étendre ces définitions. À ce moment-là, le triangle ABC est un triangle plat et les points B et C sont confondus. Mais si alpha est égal à pi sur 2, il n'est plus possible de définir un triangle rectangle de la manière suivante. Et si alpha est plus grand que pi sur 2, nous avons toujours ces mêmes problèmes. Donc cette définition ne se généralise pas à tous les réels alpha. Ensuite, il est également compliqué d'orienter ici les choses. Alpha, pour nous, vous avez vu, j'ai parlé de l'angle BAC, mais je ne l'ai pas orienté. Si je considère un angle positif ou un angle négatif, comment est-ce que je fais ensuite pour obtenir des sinus ou des cosinus négatifs? Il faudrait orienter toutes les longueurs, ce qui est également assez délicat. Et puis, pour finir, qu'est-ce qu'un angle? Comment définir un angle? C'est une définition que l'on peut donner, on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais finalement vous ne l'avez jamais définie proprement au lycée, et ça n'est pas forcément si intuitif. C'est pourquoi nous allons adopter un autre point de vue, qui est d'ailleurs le point de vue des mathématiques plus modernes. Au lieu de partir de la définition d'angle et d'en déduire les fonctions cosinus et sinus, nous allons, alors c'est ce qui sera fait plutôt pour vous en deuxième année, nous allons donner une autre définition des fonctions cosinus et sinus qui utilise la notion de série entière. Cette notion de série entière, nous l'évoquerons à plusieurs moments dans l'année, mais c'est surtout en deuxième année que vous la verrez précisément. Donc, il n'est pas question de faire cela tout de suite. Nous allons admettre qu'il existe deux fonctions cosinus et sinus construites d'une autre manière que de manière géométrique. Nous allons en admettre quelques propriétés et ensuite nous allons pouvoir démontrer toutes les autres propriétés de ces fonctions que nous utiliserons tout au long de l'année. Finalement, pour vous, ça n'est pas très important de savoir dans quel sens on va définir les choses. Il faut bien sûr connaître toutes les propriétés des fonctions cosinus et sinus, savoir faire le lien entre les différents points de vue, mais ce n'est pas un point crucial du programme de savoir au départ comment sont construites toutes ces fonctions-là. Nous admettons donc dans un premier temps qu'il existe une fonction cosinus dont le graphe est celui représenté sur cette figure, du moins entre moins 2π et 2π. Quant à celui de sinus, ça n'est rien d'autre que le graphe de cosinus qui a été décalé vers la droite de π sur 2, de sorte qu'en 0, il vaille 0. On dit qu'il s'agit du translaté du graphe de la fonction cosinus. Nous allons maintenant donner une série de propriétés des fonctions cosinus et sinus, mais nous allons admettre ces propriétés. Nous allons en démontrer d'autres plus tard dans ce cours, en particulier les formules de trigonométrie, mais pour l'instant, dans cette vidéo, nous ne donnerons que les propositions admises.
La première propriété est que les fonctions sinus et cosinus sont définies sur R et sont 2π périodiques. Ainsi, il suffit de connaître leur graphe sur un intervalle de longueur 2π pour ensuite, par translation horizontale, obtenir le graphe sur R en entier. Sur la figure juste au-dessus, nous avons les deux graphes sur de moins 2π à 2π, donc sur un intervalle de longueur 4π, c'est-à-dire que nous voyons 2 fois la période, et il suffit de translater ces deux graphes pour avoir le graphe sur R en entier. Deuxième point, la fonction cosinus en bleu est paire, on voit bien son axe de symétrie qui est ici l'axe des ordonnées. La fonction sinus en rouge est impaire, l'origine du repère est un centre de symétrie de ce graphe rouge. Troisième point, la fonction cosinus est strictement décroissante sur 0π, c'est-à-dire que cela correspond à cette partie du graphe. Et puisqu'elle y est continue, on peut donc dire que cette fonction établit une bijection de 0π dans -1, 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on choisit un point x entre -1 et 1, donc je le choisis ici verticalement entre -1 et 1, eh bien ce point x a un unique antécédent par la fonction cosinus, un unique antécédent entre 0 et π. Donc ici, il existe un unique t qui se trouve là, entre 0 et π, tel que cosinus de t est égal à x. Quatrième point, pour tout t dans R, sinus t est égal à cosinus de t moins π sur 2. Cela traduit le fait que le graphe de sinus est le translaté du graphe de cosinus de π sur 2 vers la droite. Cinquième point, alors cela c'est vraiment important, il faut le connaître par cœur, il faut savoir donner très rapidement tous les points d'annulation des fonctions cosinus et sinus. Donc nous les voyons ici. Cosinus s'annule en π sur 2 et en tous les réels qui sont congrus à π sur 2 modulo π. Sinus s'annule en 0 et tous les réels qui sont congrus à 0 modulo π. Nous avons ensuite tous les points où cosinus et sinus valent 1. Cosinus vaut 1 en 0 modulo 2π. Sinus vaut 1 en π sur 2 modulo 2π. Donc on les voit apparaître ici. Ici en 0 modulo 2π, donc sur ce graphe en 0, 2π et moins 2π, nous voyons que cosinus vaut 1. Sinus vaut 1 en π sur 2, et puis ici en π sur 2 moins 2π, donc en moins 3π sur 2, c'est tout ce qui apparaît sur ce graphe, etc. Et puis pour les points d'annulation, je ne les ai pas mentionnés, mais vous les voyez ici, moins 3π sur 2, moins π sur 2, π sur 2, 3π sur 2, entre moins 2π et 2π, ça c'est pour cosinus. Et même chose pour sinus. Et puis il faut aussi connaître les points où cosinus et sinus valent moins 1, donc π modulo 2π pour cosinus, que l'on voit donc apparaître ici et là sur ce graphe, et moins π sur 2 modulo 2π, donc ici et là, pour sinus. Et puis bien sûr, nous l'avons déjà évoqué, point numéro 6, formule de trigonométrie fondamentale, cosinus au carré plus sinus au carré est toujours égal à 1. Nous allons maintenant démontrer un lemme très classique et très utile qui va nous servir à de nombreuses reprises. Si nous prenons deux réels a et b dont la somme des carrés vaut 1, donc a au carré plus b au carré est égal à 1, alors il existe au moins un réel θ dans R, donc tel que a est égal à cosinus θ et b est égal à sinus θ. En fait, il en existe une infinité puisque dès que nous en avons un, tous les réels qui lui sont congrus modulo 2π sont aussi des solutions. Nous allons donc maintenant démontrer ce résultat. Donc nous savons qu'un carré est toujours positif, donc b au carré est toujours positif, ce qui signifie, avec l'égalité a carré plus b carré égale 1, que a au carré est nécessairement plus petit que 1. Donc si nous passons à la racine, nous voyons que a est compris entre moins 1 et 1. Nous allons utiliser le point numéro 3 de la proposition précédente, qui nous exprime, qui nous permet de dire que il existe donc un réel alpha entre 0 et π, tel que a est égal à cosinus alpha. Alors, toujours en revenant à a au carré plus b au carré est égal à 1, nous avons b carré égale 1 moins a carré, c'est-à-dire 1 moins cosinus carré de alpha, et donc cela est égal à sinus carré alpha. Il n'y a plus que deux cas à distinguer, car en effet, si nous passons à la racine, attention, la racine d'un carré, ça n'est pas, la racine de x au carré, ça n'est pas x, c'est la valeur absolue de x. Donc en passant à la racine, nous avons valeur absolue de b égale valeur absolue de sinus alpha. Donc, si jamais sinus alpha et b ont le même signe, eh bien nous avons terminé. B est égal à sinus alpha et donc θ égale alpha convient. Ça, c'est le premier cas qu'il faut considérer.
Si par contre, ils n'ont pas le même signe, donc sinon, cela signifie que nous avons b égale moins sinus alpha, et ainsi, b est égal à sinus de moins alpha. Donc nous allons poser dans ce cas θ égale moins alpha, donc nous avons bien b égale sinus θ, et petit a, lui, nous savons qu'il est égal à cosinus alpha. Alpha est égal à moins θ, donc c'est cosinus de moins θ. Mais comme la fonction cosinus est paire, eh bien a est égal à cosinus θ. Nous avons donc bien b égale sinus θ et a égale cosinus θ. C'est ce que nous voulions démontrer. Donc le lemme est bien démontré. Nous allons achever cette vidéo avec l'introduction d'une nouvelle fonction trigonométrique, la fonction tangente. La fonction tangente est égale à la fonction sinus divisée par la fonction cosinus. Mais pour avoir le droit de diviser par la fonction cosinus, il ne faut pas que cette dernière s'annule. Donc nous avons besoin d'introduire l'ensemble des points d'annulation de la fonction cosinus. D'après ce que nous avons vu avant, il s'agit de tous les réels qui s'écrivent sous la forme pi sur 2 plus kpi lorsque k parcourt z. Nous appellerons grand A cet ensemble. Nous pouvons donc poser une fonction qui va s'appeler la fonction tangente, définie sur R privé de grand A, et qui à x va associer sinus x divisé par cosinus x. Si x appartient à R, nous voyons que tangente de moins x est égale à sinus de moins x sur cosinus de moins x, mais la fonction sinus est impaire, donc au numérateur nous obtenons sinus x, alors que la fonction cosinus est paire, donc au dénominateur nous avons cosinus x. Donc ceci c'est moins tangente x. Cela permet d'affirmer que la fonction tangente est impaire. C'est pour l'instant la seule propriété de la fonction tangente que nous allons donner. Dans des vidéos suivantes, nous allons démontrer d'autres propriétés des fonctions cosinus et sinus, et cela nous permettra aussi de donner des propriétés supplémentaires de la fonction tangente. Terminons par une dernière remarque. Il est tentant de dire que la fonction cosinus divisée par sinus est égale à la fonction tangente. En fait, non, ça n'est pas le cas. Il y a un problème de définition. Par exemple, que se passe-t-il en pi sur 2 ? Eh bien, en pi sur 2, la fonction cosinus sur sinus est tout à fait bien définie, puisque au numérateur nous avons 0 et au dénominateur sinus pi sur 2 vaut 1, donc cela est bien défini. Par contre, la fonction 1 sur tangente n'est pas définie en pi sur 2, puisque tangente n'est pas définie en pi sur 2. Donc si le dénominateur n'est pas défini, eh bien 1 sur tangente n'existe pas. Donc attention, ces deux fonctions ne sont pas les mêmes. Alors on l'utilisera très peu, mais disons culturellement c'est intéressant. Sachez que la fonction cosinus sur sinus s'appelle la fonction cotangente, qui est notée C-O-T-A-N, la fonction cotane ou cotan. Voilà ce que nous avons à dire pour l'instant sur ces fonctions trigo, et nous allons y revenir dans la suite.